Alors, la constitution d'une science de l'international et du mondial. Vous savez que cette science est récente, que réfléchir de manière rigoureuse, scientifique, construite sur l'international appartient véritablement à notre modernité. Ce que je voudrais que vous compreniez, parce que ça c'est vraiment très important, ça ne nous lâchera pas ensuite, c'est que cette internationale moderne, cette modernité politique de l'international est apparue à un moment du XVIIe siècle, pas par hasard. Regardez comme ce monsieur est avenant. Cet homme, nous lui devons le respect, c'est probablement l'inventeur de notre modernité politique. Le grand philosophe anglais Thomas Hobbes. Curieuse expérience que cet homme, qui est auteur de ce qui est en quelque sorte le traité de politique moderne, le Léviathan que vous voyez ici sur cette image. Le Léviathan a été publié en 1651. Je sais que vous savez compter, donc vous savez que 1651, c'est 1648 plus 3, c'est-à-dire que Thomas Hobbes écrivait le Léviathan à une bien curieuse époque. Quand il tentait de s'informer sur la vie politique chez lui, eh bien, les commentaires lui apprenaient qu'on avait guillotiné le roi Charles Stuart, que la Révolution était en marche à l'intérieur de la paisible Angleterre, que la violence ajoutait à la violence. Et quand, changeant de conversation pour se rassurer, il l'interrogeait sur l'actualité internationale, on lui disait que l'Europe vivait l'une des guerres les plus sanglantes qu'elle n'a jamais eu à affronter, la guerre de 30 ans, 1618-1648. Hobbes est un homme qui écrit, qui pense dans un contexte exceptionnel de violence. Et donc, le génie politique hobbesien, c'est de poser tranquillement cette équation qui va fonder le politique moderne, en disant quelle est la mission du politique dans un climat de violence. La mission du politique, c'est de protéger l'individu contre quoi ? Contre la violence. Donc, la définition qu'il nous donne, c'est que le politique n'existe que comme prestataire de sécurité. C'est la définition moderne de la violence. D'ailleurs, vous en entendez parler de la politique comme prestataire de la sécurité. Le discours sécuritaire, l'idéologie sécuritaire, les références sécuritaires, la culture sécuritaire, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que le politique ? C'est la prestation de sécurité pour protéger l'individu contre la violence. Et Hobbes de fonder ainsi ce pacte social qui est à la base même de tout son modèle, de toute sa philosophie, consistant à dire l'individu va abandonner une part de sa liberté au souverain de manière à obtenir en échange sa protection et la sécurité. C'est le pacte social hobbesien. C'est ce qui est à l'origine de l'invention de l'État européen occidental. Cet échange contractuel de la liberté contre la sécurité. Et nous ajoute Hobbes, le souverain ne pourra accomplir cette fonction de protection que s'il est totalement souverain. Et Hobbes d'ajouter cette phrase qui va fonder l'international moderne. Hobbes nous dit « Le souverain est totalement souverain, ne peut donc en aucun cas être soumis à des lois communes ou à des institutions communes ou à un pouvoir commun, il ne peut pas y avoir de droit international. Le jeu international ne peut être qu'une compétition entre souverains. Le jeu international doit être comparé, nous écrit Hobbes,
dans le Léviathan, à ce jeu de gladiateurs entre lesquels tous les coups sont permis et où le puissant finit par l'emporter. Mesdames et messieurs, je vous ai tout dit sur la définition et la construction de l'international moderne, et je pense que si vous suivez l'actualité, vous comprendrez peut-être pas mal de choses, à savoir donc que la définition classique de l'international, c'est une lutte de gladiateurs entre États totalement souverains. La messe était dite, et cela nous conduisait à l'affirmation la plus importante, à savoir que la science de l'international, du coup, ne peut être qu'une science de la guerre. La guerre est l'identité même de l'international. La guerre est la norme de l'international. C'est la confrontation des souverains et de leur puissance. Était-il suivi par tous? Non. Bien heureusement, fort heureusement, la pensée est ainsi faite qu'elle n'est jamais unanime et consensuelle. Vous aviez, 26 ans plus tôt, en 1625, un homme que vous voyez là, dont je trouve le visage déjà plus avenant, qui est un Néerlandais, un Hollandais au sens Pays-Bas, qui s'appelait Hugo de Groot. En latin, ça donne Hugo Grotius. Et Grotius publie en 1625 un ouvrage dont vous voyez là la couverture, De Iure Belli ac Pacis. C'est du latin. À l'époque, on n'écrivait pas en anglais, on écrivait en latin. De Iure Belli ac Pacis. Qui était Grotius? Un personnage intéressant. Aujourd'hui, on dirait que c'est un avocat d'affaires, conseiller de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire de la grande compagnie de commerce maritime. Et Grotius disait exactement le contraire de Hobbes, avant Hobbes. Il disait, mais si mes patrons, si le commerce veulent réussir, il ne faut pas de guerre. Il n'y a que dans la paix que l'on peut accomplir l'échange et le commerce. Et donc, pour que le commerce puisse s'imposer, il faut créer les conditions d'une paix véritable. Et cette paix véritable, comment la construire? Une seule voie, nous dit Grotius, et d'ailleurs je vous signale que depuis, c'est-à-dire près de 400 ans, on n'en a pas trouvé de seconde. Une seule façon de construire la paix, le droit. Ben oui, mais comment imposer le droit à des souverains puissants, prétentieux, arrogants, dominateurs? Et c'est là que Grotius avance l'hypothèse qui fleurissait au XVIIe siècle d'un droit naturel, d'un droit qui s'impose parce qu'il est naturel à tout le monde, c'est-à-dire à tous les hommes, mais même à Dieu. Même à Dieu. Même Dieu est lié par le droit naturel, le droit de la raison. Et donc, nous dit Grotius, construire l'international, c'est construire un régime international de paix et d'échange. Bannir la guerre. Hobbes dit l'international passera nécessairement par la guerre. Grotius dit non, il y a une autre voie. Grotius n'est pas isolé. Vous connaissez tous le grand philosophe anglais John Locke, qui n'était pas encore né lorsque Grotius publie son Opus Magnum, mais qui va très vite imposer une idée supplémentaire en disant « Mais attendez, je vous dis même plus, la société n'existe pas comme totalité construite, il n'y a que l'individu. C'est dans le respect des individus, dans le contact direct entre les individus qu'on pourra construire les conditions en même temps de la liberté et de la paix. » Hobbes d'un côté, Grotius et Locke de l'autre, c'est Hobbes qui a gagné. Pourquoi Hobbes a-t-il gagné? Parce que dans ce XVIIe siècle finissant, et surtout dans le XVIIIe siècle, on voyait monter la pression des opinions.
de ce débat public qui va pointer au XVIIIe siècle. On entre dans un moment pré-démocratique. Les princes européens sentent qu'ils risquent d'être dessaisis par leurs sujets qui grandissent, qui s'imposent. Et donc, les princes partaient tous de l'idée, au XVIIIe, funeste XVIIIe siècle, que pour sauver leur couronne, il leur fallait garder la guerre comme instrument pour s'imposer à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, l'idée hobbesienne va davantage être servie que l'idée grossienne. Grotius qui va se retrouver en prison. Et donc, on va entrer de plein pied dans la modernité avec une vision dominante qui est la vision hobbesienne et une vision contestataire qui est la vision grossienne.